La neige humide et collante, tombant toute la journée, s'était transformée en une couche de glace glissante sur le bitume abîmé à l'approche de la nuit. Anna errait dans une rue déserte, sa tête bourdonnant de froid, son estomac affamé lui faisant mal, tandis que des nuages de vapeur s'échappaient de sa bouche à chaque respiration. Elle avait encore été chassée, et à nouveau, elle cherchait un endroit où se blottir, se cacher de la morsure du froid et de l'ombre pesante de son passé. En cachant ses mains engourdies sous ses bras pour tenter de se réchauffer, Anna se mit à traverser la route. À cet instant précis, le monde explosa. Des phares éclatants frappèrent ses yeux, suivis du cri perçant des freins qui déchira la tranquillité de la nuit. Anna sentit son corps être projeté par un choc violent, et elle s'effondra sur le gazon mouillé. Avec des yeux à moitié fermés, elle aperçut vaguement une immense voiture sombre qui avait perdu le contrôle, tournoyant plusieurs fois avant de s'immobiliser en travers de la route. Paralysée par le choc, elle ne ressentait pas encore la douleur, allongée dans la lumière éclatante des phares, qui lui semblait un tunnel vers une autre réalité. Elle revint à elle sous l'effet d'un froid pénétrant et d'une voix inquiète au-dessus d'elle. Un homme était à genoux devant elle. Tout était flou devant ses yeux. Elle peina à distinguer son visage, mais il était indiscernable, caché dans l'obscurité, à contre-jour des lumières éblouissantes. « Mademoiselle, ça va ? Vous êtes vivante ? Demanda-t-il, visiblement inquiet. « Je vais appeler les secours. » Anna murmura à peine. « Je crois que ça va. »« S'il vous plaît, pas à l'hôpital, » chuchota-t-elle, la voix rauque, en s'accrochant à sa manche avec un effort immense. « J'ai très froid. Un peu de chaleur, un peu de nourriture. Ça m'aidera. » L'homme hésita, comme s'il pesait le pour et le contre, puis il dit « Oui, vous avez raison. » Il la prit sous les bras, prêt à la relever. « Vous êtes prête ? » Sans attendre de réponse, il la souleva d'un coup sec, mais une douleur aiguë dans sa cuisse la fit plier les genoux, et elle retomba comme un poids mort. Cependant, l'homme la rattrapa et la souleva dans ses bras. Alors qu'il marchait rapidement vers sa voiture, Anna, dans un état semi-conscient, fixa sa joue fraîchement rasée, sentant le parfum d'un cologne coûteux. À travers le col ouvert de sa chemise blanche, elle pouvait voir les veines et les muscles tendus de son cou. Il la déposa doucement sur le siège arrière moelleux et ferma la porte. « C'est tout prêt, » lança-t-il en s'installant au volant. « Vous allez vous remettre. » Ils ne roulèrent pas longtemps. Bientôt, la voiture ralentit devant de grandes portes métalliques forgées. Le conducteur appuya sur un bouton de la télécommande, et les portes, émettant un léger bruit de métal, commencèrent à s'ouvrir lentement. En attendant, l'homme jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, et Anna croisa son regard. Il se tourna alors vers elle. « Je m'appelle Victor, » dit-il. « Et vous, comment vous appelez-vous » Elle hésita, puis répondit à peine, « Anna. » L'homme l'observait toujours. « Anna, comment vous sentez-vous ? Vous avez mal quelque part ? Vous êtes faible. » « Ma jambe me fait mal, » balbutia-t-elle. Victor se détourna, et la voiture, glissant le long de l'allée, s'arrêta non pas devant le grand manoir dont Anna aperçut le silhouette à travers la vitre embuée, mais devant un petit bâtiment soigné à proximité. Victor sortit, ouvrit la porte, et, la prenant dans ses bras, il l'emporta à l'intérieur de la maison d'hôte. Sous la lumière vive d'une lampe, Anna vit que ses jeans sales, au niveau de la cuisse, étaient imbibés de sang provenant de ses blessures. En palpant sa jambe, Victor constata avec assurance, pas de fracture, ça ressemble à un fort hématome. Peut-être une entorse. Où est votre maison, Anna ? Je peux vous y déposer. Le cœur d'Anna se serra à cette question. Il ne savait rien, il n'était qu'un inconnu, contraint de l'aider pour apaiser sa culpabilité après ce qui s'était passé sur la route. « Je n'ai nulle part où aller, » répondit-elle d'une voix sourde. L'homme parut surpris. Ses sourcils se soulevèrent légèrement. Il la regarda intensément, observant son vieux manteau avec un bouton arraché,
ses jeans sales et ses chaussures usées, puis hocha lentement la tête, comme s'il mettait en relation ce qu'il voyait avec ses paroles. « Eh bien, dans ce cas, passez la nuit ici, et demain nous verrons, dit-il. Voici de l'eau oxygénée, de la gaz, des bandages. Il y a des antidouleurs si votre jambe vous empêche de dormir. » Il désigna la trousse de premier secours. « Je vais vous apporter quelque chose à manger, ajouta-t-il avant de sortir. Anna poussa un soupir de soulagement. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, évaluant l'endroit. C'était une petite maison, mais propre et accueillante. Comme il faisait chaud et silencieux ici. Cette sensation l'enveloppait. Elle réussit à se déshabiller et se glissa sous la couverture, sentant le doux tissu caresser sa peau. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas dormi dans un lit, peut-être plusieurs semaines. Peu après, le propriétaire des lieux revint. Il apporta une assiette de fromage, un peu de jambon, du pain et un paquet de lait qu'il déposa sur la table. Ensuite, il lui montra où se trouvaient les serviettes et la vaisselle, et en ramassant ses vêtements sales par terre, il la prévint, « Je reviendrai vous voir à 7 heures du matin. Bonne nuit. » Dès que la porte se ferma derrière lui, Anna se retrouva seule dans cette pièce chaleureuse, un mélange d'inquiétude et de gratitude l'envahissant. Noura se leva et verrouilla la porte à l'intérieur. Elle se tenait au milieu de la pièce, fermant les yeux, ressentant des larmes couler sur ses joues, envahie par un sentiment de sécurité. Elle boitait jusqu'à la salle de bain. L'eau chaude coula sur sa peau, lavant la saleté, le désespoir et l'horreur qu'elle avait vécue. Un pleur silencieux s'échappa de sa poitrine, et elle pleura à chaudes larmes, soulagée et remplie d'une soudaine espérance. Lorsque la crise de larmes se calma, elle retourna au lit, s'endormant profondément sans même finir son verre de lait. Le matin, un coup à la porte la réveilla. Elle sursauta, se remémorant instantanément les événements de la nuit précédente. Le verrou qu'elle avait tiré lui offrait un sentiment de sécurité, mais une ombre de peur commença à envahir son cœur. « Il va me chasser », pensa-t-elle avec inquiétude. « Anna, c'est moi, Vladimir. » « Ouvrez », résonna une voix grave et posée de l'extérieur. Noura s'enveloppa dans la couverture épaisse sous laquelle elle avait dormi et se leva lentement, avec difficulté. Elle déverrouilla prudemment la porte et l'ouvrit. Vladimir, vêtu d'un costume élégant, entra sans invitation. Dans ses mains, il tenait un plat recouvert de papier aluminium, un sac et une bouilloire électrique brillante. Il jeta un coup d'œil rapide autour de la pièce, son regard se posant sur la table où se trouvait la nourriture intacte et le verre de lait à moitié plein. Il fronça légèrement les sourcils. « Vous n'avez pas touché à la nourriture, constata-t-il. C'est le petit déjeuner. Comment va votre jambe ? Ça va mieux, répondit Noura, puis ajouta, mais ça fait encore mal. Vladimir l'observa attentivement, comme s'il évaluait son état. Dans le sac, vous trouverez des vêtements propres, dit-il, sa voix devenant plus ferme. Écoutez, Anna, je pars travailler, et les portes seront fermées. Personne ne pourra entrer ou sortir. Je ne peux pas vous retenir contre votre gré. Si vous voulez partir, vous devez décider maintenant. La peur de l'inconnu au-delà de ce chaleureux petit abri lui serra la poitrine. Ici, malgré la méfiance du propriétaire, elle se sentait au chaud et en sécurité. Je n'ai nulle part où aller, se dit-elle. Cette pensée, à la fois simple et terrifiante, la fit hocher la tête en silence. Je m'en doutais, répondit calmement Vladimir, comme s'il confirmait une conclusion intérieure. Je reviendrai ce soir après le travail, et nous discuterons de ce que nous allons faire de vous. Il sortit. Noura regarda par la fenêtre alors qu'il montait dans sa voiture de luxe et s'éloignait. Les lourdes portes en fer forgé se fermèrent derrière lui. La femme passa la journée dans le calme. La fatigue et la tension des derniers jours commençaient à se dissiper. Après le petit déjeuner, elle prit son courage à deux mains et décida de sortir. Les arbres étaient dépouillés,
et le sol était recouvert d'une fine couche de neige fraîche. Ce jardin devait être magnifique en été, pensa-t-elle avec intérêt. Noura observa avec curiosité la grande maison majestueuse qui se tenait non loin. Ses lignes austères et ses hautes fenêtres témoignaient de la richesse et du bon goût de son propriétaire. Elle s'approcha lentement des portes vitrées de la terrasse qui menait au salon. Elle jeta un œil à l'intérieur. La décoration était riche mais sobre. De beaux meubles, quelques tableaux. Dans certaines pièces visibles au fond, les meubles étaient recouverts de draps, donnant à la maison un aspect de luxe conservé. La maison semblait sans vie. Pourquoi un homme aurait-il besoin d'une si grande maison vide, se demanda-t-elle avec une douce mélancolie, retournant vers le confortable petit abri. Le reste de la journée, elle passa dans son lit, lisant un livre qu'elle avait trouvé sur l'étagère. Le silence et le sommeil réparateur étaient ce dont elle avait le plus besoin. Noura sentait son espoir grandir, alimenté par la chaleur et la protection de cet abri inattendu. Vers 19 heures, un nouveau coup à la porte se fit entendre. Puis Vladimir entra, portant un plateau avec un léger dîner, des bandages et des médicaments. Il examina attentivement sa jambe, s'assurant que l'enflure avait quelque peu diminué, avant de s'asseoir en face d'elle. Il avait l'air un peu fatigué, mais Noura remarqua que le propriétaire de la maison continuait à l'observer attentivement. « Maintenant, parlons affaires, Noura, commença-t-il d'un ton mesuré. « Je vous ai aidé, comme promis. Je vois que votre jambe s'améliore. Nous devons décider de la suite. Hier, vous avez dit que vous n'aviez nulle part où aller. Je comprends que vous êtes orpheline. » Noura sursauta à cette question directe. Pas de cachette, pas d'échappatoire, lui traversa l'esprit. Mais sa voix intérieure lui souffla que cet homme ne lui voulait aucun mal, et qu'il valait mieux être honnête. Oui, acquiesça-t-elle, baissant les yeux et regardant ses mains. Je traîne dans les coins. Et me voilà sur la route. Vladimir fronça les sourcils, attendant des détails. Noura prit une profonde inspiration, décidant qu'une partie de la vérité valait mieux qu'un mensonge. Je ne me souviens pas de mon père, ma mère et moi vivions dans un village, soupira-t-elle. Elle était alcoolique. La maison était imprégnée de son odeur après que je sois partie étudier en ville. J'ai grandi comme j'ai pu. Vous avez étudié, travaillé, essayé de vous en sortir. Et votre mère, que lui est-il arrivé, demanda Vladimir. Sa voix s'adoucit par la compassion. Elle n'est pas revenue l'hiver dernier, répondit doucement Noura. Elle est morte de froid dans un tas de neige. Et que faisiez-vous? Comment viviez-vous? Continua Vladimir, sans jugement, plutôt avec une curiosité sincère. Noura soupira, se remémorant les épreuves qu'elle avait traversées. J'ai travaillé dur, principalement dans des emplois précaires. J'ai réussi à économiser un peu, mais j'ai dû tout abandonner et partir. Je n'ai plus personne, plus rien. Je suis de nouveau seul. Vladimir l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. Son regard tomba sur le livre posé sur le lit, un recueil de poèmes de Sergueï Essénine. Je vois que vous aimez la poésie, changea-t-il soudain de sujet, et Noura remarqua que la ride sur son front s'était adoucie. Oui, je l'ai pris ici sur l'étagère, répondit-elle, son visage s'illuminant. J'adore ces vers. Ils parlent de sentiments simples et authentiques, de gens qui restent purs même dans la difficulté. C'est vrai, acquiesça Vladimir, son expression devenant plus douce. C'est agréable de voir que quelqu'un apprécie encore la poésie de nos jours. L'heure qui suivit passa sans qu'il s'en rende compte. Noura confia qu'elle avait beaucoup lu, cachée dans le grenier pendant que sa mère se perdait dans l'alcool et la compagnie de ses amis. Dans ce grenier, elle avait découvert une collection de livres laissés par son grand-père, un instituteur rural. Elle était fascinée non seulement par la poésie, mais aussi par la prose, en particulier les romans. Ils discutèrent avec passion de la littérature russe.
Pour la première fois depuis longtemps, Noura se sentit reconnue, comme une personne dont l'opinion importait. Elle remarqua que, malgré son apparence réservée, Vladimir semblait plus détendu, plus ouvert, et il sourit même à quelques reprises. En partant, il la regarda avec plus de douceur. « Merci pour cette soirée, Noura. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est agréable de parler d'autre chose que de transactions et de rapports. Demain, je vous apporterai un livre intéressant. Bonne nuit. » Il quitta la pièce, laissant Noura fermer la porte derrière lui, s'appuyant contre celle-ci. Son cœur chantait d'un espoir tranquille. Elle comprenait qu'elle avait trouvé non seulement un abri temporaire, mais aussi un fil de confiance avec cet homme qui, malgré son apparente froideur, se montrait attentif et compatissant. Après cette soirée où ils avaient parlé des poèmes d'Essénine, Noura sentit que leur relation avait évolué. L'atmosphère tendue de leur première rencontre s'était dissipée, laissant place à une habitude prudente mais chaleureuse. Le lendemain matin, Vladimir arriva comme d'habitude à 7 heures. Cette fois, en plus du petit déjeuner, il apporta un gros livre usé. « C'est de Gabriel Garcia Marquez », expliqua-t-il en posant le volume à côté du plateau. « Ce n'est pas un auteur français, mais je pense que cela pourrait vous plaire. Un magnifique sens des mots. Lisez-le aujourd'hui. J'aimerais connaître votre avis. » Noura hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. Elle se sentait flattée et un peu gênée que cet homme si occupé prenne le temps de lui dénicher un livre. Les jours passèrent sans qu'il s'en aperçoive. Le matin, Vladimir apportait le petit déjeuner et s'enquêtait brièvement de son état. Le soir, après le travail, ils venaient toujours discuter. Ses questions sur ses lectures étaient sincères et précises. Noura, s'épanouissant peu à peu dans cette chaleur et cette sécurité, s'ouvrait davantage, discutant des intrigues des personnages et des subtilités des techniques littéraires. Il parlait de la tragédie des destins humains dans les livres, que Noura complétait par des récits sombres de sa propre vie, des histoires que Vladimir, élevé dans le confort et la rigueur, n'aurait jamais imaginées. Une semaine entière s'écoula. Sa jambe ne lui faisait plus mal. Elle s'était habituée au son de ses pas et attendait ses visites avec impatience. La confiance envers cet homme réservé mais attentif grandissait. Un soir, alors que Vladimir était venu au petit pavillon, il s'assit fatigué dans un fauteuil, se frotta les yeux, puis la regarda intensément. « Noura, dites-moi honnêtement, avez-vous quelqu'un de proche, quelqu'un qui vous attend ?» Cette question tomba dans le silence comme une pierre dans un puits profond, provoquant un sentiment d'inéluctabilité. Noura comprit qu'elle ne pouvait plus mentir. Le secret qu'elle portait en elle depuis si longtemps pesait lourdement. Elle leva les yeux et regarda timidement Vladimir, qui, affalé dans son fauteuil, attendait sa réponse. « Oui, je ne suis pas seule, » murmura-t-elle. Son regard se posa sur son ventre, qui, malgré son pull ample, était déjà arrondi, bien qu'il ne fût pas encore très visible. Elle posa doucement sa main dessus et la caressa légèrement. « J'attends un enfant. » Sa voix trembla. « Je suis désolée de ne pas l'avoir avoué plus tôt. J'avais peur. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Vladimir resta figé. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il passait de son visage à sa main, puis de nouveau à son visage. Il avait probablement remarqué pour la première fois le ventre arrondi sous le tissu. L'expression de son visage changea, passant de la confusion à une clarté soudaine, presque douloureuse, réalisant l'angoisse silencieuse de cette future mère qui cherchait à protéger son enfant à naître d'un monde hostile. Noura se contracta intérieurement, s'attendant à un jugement ou, pire encore, à une demande immédiate de partir. Le propriétaire de la maison se pencha en avant. « Quel est le terme ?» demanda-t-il d'une voix basse et entrecoupée. « Je suis au 5e mois, » répondit Noura. Vladimir se leva brusquement, son énergie remplissant la petite pièce. Il se mit à faire les 100 pas, s'arrêtant soudain devant Noura, le regard intense. « Mon Dieu,
Noura, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt, s'exclama-t-il, sa voix trahissant une émotion palpable. Noura, surprise par cette réaction, sentit une vague d'inquiétude l'envahir. Elle avait craint cette réaction, mais en voyant l'inquiétude dans les yeux de Vladimir, elle comprit qu'il ne lui voulait aucun mal. « Je ne sais pas qui est le père, mais vous et votre bébé êtes en sécurité, poursuivit-il, sa voix se faisant plus douce. Je ne vous laisserai pas, Noura. Écoutez-moi, vous allez accoucher tranquillement sous la surveillance de médecins, ne vous inquiétez pas. Ces mots tombèrent sur elle comme un bouclier, la réconfortant dans sa détresse. Vous ne me chassez pas, murmura-t-elle, la voix tremblante. Vladimir s'assit à ses côtés sur le lit, et pour la première fois, Noura aperçut une facette de lui qu'elle n'avait jamais vue, une vulnérabilité dissimulée sous une façade de force. Je ne vous chasse nulle part, répondit-il avec une douceur inattendue. Un enfant, que pourrait-il y avoir de plus important? Vous avez apporté de la lumière dans ma vie, Noura. Ne vous souciez de rien. Ici, vous êtes chez vous, et je m'occuperai de tout. Il lui serra brièvement la main, un geste qui scella leur accord sans appel. Après cette soirée, Noura se sentit enfin protégée, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Désireuse de ne pas être un fardeau, elle proposa bientôt son aide dans la grande maison. « J'aime travailler et je peux être utile, dit-elle avec un sourire. Vladimir lui confia une clé du manoir, un geste qui symbolisait sa confiance. C'était la première fois qu'elle pénétrait dans son espace personnel. Les semaines passèrent. Un soir, Vladimir annonça qu'il recevrait des amis, des partenaires d'affaires avec qui il ne pouvait pas se permettre de ne pas se rencontrer. « J'ai besoin de ton aide, Noura, demanda-t-il. Je ne veux pas commander à manger et avoir un serveur sans âme derrière nous toute la soirée. Aide-moi à organiser la rencontre, et si tu le souhaites, reste avec nous en tant qu'hôtesse. Cela égayera notre soirée entre hommes. » Elle accepta avec enthousiasme, dressant la table avec des amuse-bouches légers et du vin. Lorsque les invités arrivèrent, Vladimir la présenta comme la maîtresse de maison. À l'un des commentaires d'un vieil ami, qui remarqua enfin la touche féminine dans ce repère de célibataire, Vladimir répondit « C'est grâce à la douce Noura que cet endroit respire la propreté et la chaleur. » Pendant que les invités discutaient de leurs affaires, Noura s'installa sur le canapé, feuilletant un livre. L'un des hommes, curieux, lui demanda ce qui l'intéressait. À ce moment-là, Vladimir lui demanda de lire à voix haute. Elle commença à lire, et un silence s'installa dans la pièce. Tout passe et tout s'oublie, mais il y a des choses qui restent avec nous pour toujours. Et si votre chemin a été sombre, seul l'amour véritable peut l'éclairer jusqu'à la fin. À la fin de son passage, des applaudissements retentirent, et les discussions reprirent. Noura s'impliqua dans la conversation, mais elle ressentait toujours le regard scrutateur d'un des hommes, dont les traits étaient marqués et qui semblait l'évaluer. Il ne lui adressa cependant jamais la parole. Quand les invités partirent, elle ressentit un soulagement. Les mois s'écoulèrent sans qu'elle s'en rende compte. Noura commençait à sentir son corps devenir lourd. Dans la nuit, une douleur sourde se manifesta, d'abord discrète, puis de plus en plus intense, la forçant à mordre dans l'obscurité. La douleur devint insupportable. Elle enfilait un peignoir et, chancelante, se dirigea vers la maison principale. Il lui sembla qu'elle marchait depuis une éternité. Enfin, elle atteignit la porte et frappa timidement. Personne ne répondit. Elle frappa de toutes ses forces. Vladimir ouvrit la porte, vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt, une brosse à dents à la bouche. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, voyant son visage blême. « Ça a commencé » souffla Noura, les mains pressées contre son ventre. Il se mit en mouvement, oubliant son emploi du temps, ses réunions et ses appels d'affaires. Il agissait rapidement, emmenant la future mère à la meilleure clinique où elle était attendue. Quelques heures plus tard, Noura donna naissance à une petite fille.
Mais Vladimir n'était pas là. Il avait dû s'absenter pour des affaires urgentes. Elle l'attendit, les heures passèrent, et l'angoisse commença à ronger son cœur. Pourquoi ne revenait-il pas? Sa récente confiance en elle vacilla, ravivée par la peur ancienne d'être abandonnée. La porte de la chambre s'ouvrit alors qu'elle commençait à perdre espoir, les larmes aux yeux. Vladimir entra, vêtu d'un peignoir sur son costume. Il n'arrivait pas les mains vides, apportant de l'eau, des collations légères et même des poires juteuses. « Je n'ai pas pu venir plus tôt. Je suis désolé, expliqua-t-il en s'approchant du lit. Montre-moi vite où est le bébé. Il se pencha avec révérence au-dessus du berceau. Noura l'observait, admirant la façon dont il s'émerveillait devant leur fille, lui parlant avec tendresse. Elle voyait en lui un homme incroyablement beau et attentionné. Son cœur se remit à battre avec force. Le lendemain, lorsque Vladimir vint lui rendre visite, Noura prit sa main. « Vladimir, dit-elle doucement, les yeux rivés sur le berceau, comment s'appelait votre mère ?» Surpris, il répondit, « Catherine. » Alors je sais comment je vais appeler ma fille, sourit Noura, illuminée. « Katia. » Vladimir l'enlaça, et à ce moment-là, tout semblait enfin à sa place. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, révélant un homme en blouse blanche. Anna blêmit instantanément, un cri d'horreur et d'incrédulité échappant de ses lèvres. C'était Ruslan. Vladimir se retourna, perplexe. L'homme esquissa un sourire moqueur. « Tu as enfin trouvé refuge, Noura » murmura-t-il d'une voix glaciale. « Tu pensais pouvoir fuir et voler mon enfant si facilement? Maintenant, tu ne peux plus t'échapper. » Anna suffoqua, la terreur la paralysant. Son passé qu'elle tentait d'oublier la rattrapait. « Ruslan, pars » articula-t-elle avec difficulté, reculant et protégeant le berceau de sa fille. Ruslan avança, ignorant la silhouette figée de Vladimir. « Cet enfant est le mien, je revendique mes droits de père, et tu ferais mieux de me le rendre gentiment. » La silhouette de Vladimir se dressa comme un rempart entre Ruslan et Anna. Bien qu'elle ne puisse voir son visage, elle ressentait la colère froide et maîtrisée de son protecteur. « Un enfant n'est pas un bien que l'on peut échanger, » déclara calmement Vladimir. « Vous n'avez pas votre place ici. Sortez de cette chambre. » Ruslan tenta de contourner Vladimir, mais celui-ci ne le laissa pas passer. L'intrus sortit alors des papiers de sa poche intérieure et les jeta sur le lit. « Voyons comment tu t'en sortiras au tribunal, pauvre femme sans abri ni emploi, » cria-t-il avec méchanceté. « Voici ma demande de paternité et ta déclaration de renonciation à l'enfant. » Il quitta la chambre en claquant la porte. Anna éclata en sanglots. « Je n'ai rien. »« Il va prendre l'enfant, » murmura-t-elle, la panique l'envahissant. Vladimir la prit dans ses bras. « Calme-toi, Anna, tu aurais dû me le dire plus tôt, » dit-il d'une voix pleine de compassion. « Mais maintenant, tu as un foyer et quelqu'un pour s'occuper de notre fille. » Ils s'assirent au bord du lit, et Anna lui raconta l'horreur de son passé récent, comment son compagnon, Ruslan, l'avait battue et dépouillée de tout ce qu'elle avait pu gagner. Elle se libéra de son fardeau, ne ressentant plus de honte. Vladimir l'écoutait attentivement, ses yeux brillants de détermination. « Nous allons trouver le meilleur avocat. Cet homme n'a pas le droit d'être père. » Après sa sortie de l'hôpital, Anna retourna chez Vladimir, mais pas dans le petit appartement. « Tu déménages dans le manoir, Anna » déclara fermement le propriétaire de la maison alors qu'il franchissait les grilles en fer forgé. « Ce petit appartement est trop éloigné. Rester là-bas avec l'enfant est imprudent. » Ils aménagèrent une chambre lumineuse et spacieuse pour la jeune maman et son bébé. Vladimir, mettant de côté toutes ses affaires, se consacra à la recherche d'un avocat compétent et d'un détective. Il prit un congé urgent, durant la semaine suivante, s'engagea dans une lutte acharnée.
Son esprit pragmatique était désormais tourné non pas vers des transactions, mais vers la création d'une forteresse autour d'Anna et de leur petite Katia. Le détective rassembla rapidement des preuves du mode de vie semi-criminel de Ruslan, et son casier judiciaire ne laissait aucun doute sur son caractère irrécupérable. Plus le jour du procès approchait, plus Anna devenait nerveuse. À un moment donné, elle en vint à trembler. Elle ne pouvait pas se résoudre à affronter son bourreau dans la salle d'audience. Vladimir comprenait son angoisse. « Je vais tout gérer, Anna. Nous allons établir une procuration pour mon avocat. Il parlera en ton nom. Tu ne dois pas t'inquiéter, tu es une maman qui allaite. » Le jour du procès, Vladimir s'habilla en costume, contacta son avocat et, après avoir adressé un clin d'œil à la frêle Anna, partit tôt. Dans l'après-midi, il entra dans sa chambre. Anna était en train d'allaiter leur fille. « Voilà, c'est fait », annonça-t-il avec assurance. Ruslan a été privé de ses droits parentaux à vie. Tu n'as plus rien à craindre. Anna leva vers lui des yeux pleins de larmes. Vladimir prit sa main libre et embrassa le dos de sa main. Il la contempla longuement, son visage serein et apaisé, ainsi que leur petite fille endormie dans ses bras. Anna, sa voix tremblait d'émotion, j'ai compris que ma vie était une ombre grise avant ton arrivée. Toi et Katia m'avez transformée. Il sortit une petite boîte en velours. J'ai appris à vivre pour vous et je ne veux pas perdre cela. Je te demande, reste à mes côtés, que tes yeux brillent. Anna le regarda, son cœur débordant de lumière. Oui, mon amour, murmura-t-elle en pressant sa main contre sa joue. Avec le temps, le manoir s'emplit de vie. Les bruits des jouets d'enfants et le tapotement des petits pieds chassèrent le silence glacial d'autrefois. Chaque soir, Vladimir se précipitait chez lui pour retrouver sa famille. Il s'asseyait à côté d'Anna et lisait à voix haute à elle et à leur petite Katia des histoires d'Alexandre Grain. Sa voix douce berçait sa famille, leur racontant des contes merveilleux. Ils n'entendirent plus parler de Ruslan. Certains disaient qu'il avait été condamné à une longue peine pour une affaire criminelle. Anna ouvrit un nouveau chapitre de sa vie, et celui-ci s'avéra être heureux. Abonnez-vous à la chaîne de